7 ans. Pouvez-vous l'imaginer? Pendant 7 ans, Amélie a économisé chaque centime comme si elle vivait dans un monde parallèle où les cafés, le cinéma et les voyages à la côte n'existaient pas. Ses amis l'invitaient à des enterrements de vie de jeune fille. Elle refusait. Ses collègues voulaient sortir boire un verre après le bureau. Elle marmonnait quelque chose sur la fatigue et des affaires urgentes. En réalité, il n'y avait aucune affaire. Il n'existait qu'un objectif si profondément ancré dans sa conscience que parfois Amélie se réveillait au milieu de la nuit et chuchotait dans le noir, « Une maison à moi, mienne, rien qu'à moi ». Elle vivait alors dans une chambre louée en banlieue. La propriétaire, une femme au visage éternellement aigri, apparaissait sans prévenir pour vérifier si Amélie n'avait pas mis une casserole de trop dans la cuisine ou si elle n'avait pas allumé le chauffage en hiver. Pour le chauffage, il y avait un tarif à part. Bien sûr, pour tout, il y avait un tarif à part. Amélie supportait parce qu'elle savait que c'était temporaire. Tout était temporaire jusqu'à ce qu'elle réunisse la somme nécessaire. Elle travaillait dans le service comptabilité d'une entreprise de construction, salaire moyen mais stable. Amélie a appris à se débrouiller. Repas fait maison pour le déjeuner, vêtements achetés en solde, cosmétiques des plus basiques. Parfois, elle regardait les vitrines avec de belles robes ou les publicités de Tursa Carthagène et sentait un nœud dans sa poitrine, mais elle se reprenait aussitôt. Plus tard, quand elle aurait son propre appartement, elle pourrait se permettre quelque chose de plus. Pour l'instant, économiser, économiser, économiser. Ses parents ne pouvaient pas l'aider. Sa mère était à moitié paralysée après un AVC et son père passait ses journées à s'occuper d'elle dans leurs 2 pièces de l'autre côté de la ville. Amélie leur rendait visite les week-ends, apportait de la nourriture, aidait à nettoyer, leur demander de l'argent ne lui traversait même pas l'esprit. Au contraire, elle essayait de leur donner quelque chose elle-même, bien que ses parents refusaient l'aide en disant que leur pension leur suffisait. Elle ne leur suffisait pas, bien sûr, mais leur fierté ne leur permettait pas d'accepter. Et puis, il y a 2 ans, un matin de septembre, Amélie était assise dans le bureau de l'agent immobilier et regardait les clés sur la table, petite, ordinaire, avec un porte-clés en plastique, mais pour elle, elle valait plus que n'importe quel diamant. L'agente, une femme d'une 40aine d'années au visage fatigué et aux cheveux teints, approcha les clés et sourit sans enthousiasme. Félicitations, elles sont maintenant à vous. Nous présenterons les documents pour l'enregistrement cette semaine, mais en substance, vous êtes déjà la propriétaire. Amélie tendit la main et prit les clés. Ses doigts tremblaient, elle les serra dans son poing et sentit soudain une boule dans sa gorge. Mon Dieu, pourvu que je ne pleure pas ici devant des inconnus. Elle déglutit, hocha la tête et réussit à remercier. L'agente fit un geste de la main, dit quelque chose sur la bonne chance et commença à ranger les papiers dans un dossier. Amélie sortit dans la rue et regarda autour d'elle. Un quartier résidentiel ordinaire, rien de spécial. Des immeubles hauts, une aire de jeu pour enfants, un magasin près du portail, son immeuble. Elle leva les yeux vers les fenêtres du 3e étage. Là, derrière l'une d'elles, se trouvait son appartement, 32 mètres carrés de bonheur. Elle monta les escaliers lentement, comme si elle craignait que tout cela ne soit qu'un rêve. La clé entra facilement dans la serrure. La porte s'ouvrit avec un léger déclic. Amélie franchit le seuil et resta immobile. Ça sentait la peinture fraîche et autre chose. La nouveauté, peut-être. Des murs vides, un sol nu, des fenêtres sans rideaux, mais c'était à elle. Elle marcha jusqu'au centre de la pièce, tourna lentement sur elle-même et se mit à rire. D'abord doucement, puis plus fort. Puis elle sécha ses larmes et pensa, ça, c'est ce pourquoi ça valait la peine de se priver de tout. La première chose qu'elle acheta fut un petit coffre-fort, elle le plaça dans l'armoire et y rangea tous les documents, le titre de propriété, le contrat de vente, la certification de l'enregistrement, tout était à son nom. Amélie Dubois, propriétaire unique et titulaire. Elle relisait ses papiers encore et encore, comme si elle craignait que les lettres ne disparaissent ou ne changent de place. Les meubles, elle les achetait peu à peu, un canapé-lit pour avoir où dormir, une table, 2 chaises, une petite commode pour les vêtements. Elle ne voulut pas de télévision. Pourquoi, si elle pouvait tout voir sur son ordinateur portable?
Mais elle acheta une bonne machine à café. C'était sa seule faiblesse, boire un vrai café le matin, pas cette mixture instantanée. Dans la cuisine, elle accrocha des rideaux clairs avec un minuscule motif floral. Sur le sol, elle posa un tapis bon marché, mais joli. Elle vivait tranquillement, sans inviter personne. Ses amis passèrent une ou deux fois, soupirèrent, la félicitèrent, mais Amélie sentait que cela ne les intéressait pas vraiment. L'une avait un mari et 2 enfants, l'autre, des romances et des drames interminables. Et Amélie profitait simplement du silence. Elle rentrait du travail, enfilait des vêtements confortables, se préparait un café et s'asseyait près de la fenêtre en regardant la cour, les gens, le ciel du soir et en pensant « ça, c'est à moi ». Près d'1 an passa ainsi. Amélie s'habitua, s'installa, commença à se sentir plus en sécurité. Au travail, elle fut promue, elle était maintenant comptable senior avec un meilleur salaire. Elle eut de nouveau la possibilité d'économiser, mais plus pour un appartement, mais pour de petits plaisirs. Elle s'acheta une belle veste, alla dans un salon de beauté, se fit une bonne coupe de cheveux. Son amie Pauline la regarda et siffla. « Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu es tombée amoureuse ou quoi ?» Amélie rit et nia, mais 1 mois plus tard, elle comprit que Pauline avait été une prophétesse. Elle rencontra Olivier par hasard. Enfin, pas tout à fait par hasard. Sa sœur travaillait dans un département voisin et un jour, elle amena son frère à l'événement d'entreprise. Amélie s'asseyait généralement à l'écart lors de ces réunions, buvait du jus et attendait le moment de partir. Mais cette fois, un homme d'environ 35 ans, au visage agréable et au sourire tranquille, s'approcha d'elle et commença à discuter du travail, de la ville, du temps, des choses normales, mais il parlait avec naturel, sans blague vulgaire ni tentative de devenir personnel immédiatement. Amélie se détendit, ils discutèrent. Olivier s'avéra être ingénieur dans une usine, divorcé, sans enfant. Il vivait seul, selon ses dires, en louant un appartement. Il commenta qu'il était fatigué des compagnies bruyantes et des relations vides, qu'il voulait quelque chose de réel. Amélie l'écoutait et pensait que c'était trop beau pour être vrai, mais il s'avéra être vraiment bien. Du moins au début. Ils commencèrent à sortir ensemble. Olivier la raccompagnait chez elle, l'appelait, l'invitait au cinéma ou simplement à se promener dans le parc. Il ne la harcelait pas de questions ni ne mettait la pression. Quand Amélie raconta qu'elle avait enfin acheté son propre appartement, il se réjouit sincèrement pour elle. Il dit que c'était une grande réussite et qu'elle devait être fière. Il ne demanda pas s'ils pouvaient emménager, n'insinua pas que ce serait une bonne idée de vivre ensemble, il la soutint simplement. Amélie tomba amoureuse, pas immédiatement, mais profondément. Elle aimait qu'avec Olivier, tout soit simple et calme, qu'il n'essaie pas de la changer ni de la modeler, qu'il dise les bonnes choses sur l'égalité, sur le fait que dans un couple, chacun doit rester soi-même. Quand 6 mois plus tard il lui demanda de l'épouser, Amélie accepta sans trop réfléchir. Le mariage fut modeste. Les parents d'Amélie ne purent pas y assister. Sa mère ne se sentait pas bien. La mère d'Olivier, Espérance, vint. Une femme d'environ 60 ans, aux cheveux courts et à la constitution robuste, impeccablement vêtue, manucure parfaite, un collier en or voyant au cou. Elle se comportait avec aplomb, parlait fort et commença immédiatement à donner des conseils sur où célébrer le banquet, quelle robe Amélie devait choisir, quelles fleurs commander. Au début, Amélie écouta, puis remercia poliment et fit les choses à sa manière. Espérance pinça les lèvres, mais ne dit rien. Après le mariage, Olivier emménagea avec Amélie. Il apporta peu de choses, des vêtements, des livres, son ordinateur portable. Il dit que le reste pouvait être jeté, que tout était vieux et inutile. Amélie fut soulagée qu'il n'apporte pas un tas de vieilleries. Ils commencèrent à aménager l'endroit ensemble. Olivier installa des étagères, répara le robinet de la cuisine, acheta une nouvelle lampe. Amélie sentait qu'enfin ils avaient non seulement un appartement, mais un vrai foyer. Ils vivaient en paix. Olivier travaillait tard. Amélie restait aussi souvent plus longtemps au bureau. Les week-ends, ils cuisinaient ensemble, regardaient des films, rendaient parfois visite à sa sœur ou aux amis d'Amélie. Espérance appelait son fils presque tous les jours, mais venait rarement.
Elle passa une ou deux fois, inspecta l'appartement, critiqua la disposition des meubles et repartit. Amélie soupira de soulagement. Mais un soir, un mois après le mariage, Olivier arriva pensif. Amélie préparait le dîner, coupant des légumes pour la salade. Il entra dans la cuisine, l'enlaça par derrière et posa son menton sur son épaule. « Dis, j'ai besoin de te parler. » Amélie se tendit. Son ton était un peu coupable. « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Eh bien, ma mère a appelé. Ses voisins font des travaux. Ils percent, ils martèlent, c'est un bruit insupportable. Elle dit qu'elle ne peut pas rester là, qu'elle ne dort pas, qu'elle a mal à la tête. Et j'ai pensé. Peut-être qu'elle pourrait venir chez nous pour une petite semaine, jusqu'à ce qu'ils aient fini. Ça ne te dérange pas ? Amélie posa le couteau et se retourna. Olivier la regardait avec espoir, avec quelque chose de presque câlin et désemparé dans les yeux. Elle soupira. Une semaine, ce n'est pas long. D'accord. Parfait. Mais vraiment, juste une semaine. Oui, bien sûr. Merci, chérie. Tu es la meilleure. Il l'embrassa sur la joue et alla appeler sa mère. Amélie retourna à sa salade, mais son humeur était déjà gâchée. Elle ne savait pas expliquer pourquoi. Juste quelque chose se serra en elle, comme un pressentiment dont elle essaya de se défaire. Allez, elle vivrait avec sa belle-mère pendant une semaine. Rien de grave. Espérance arriva le lendemain avec 2 énormes sacs, une boîte remplie de casseroles et un sac d'où dépassaient des tiges de plantes d'intérieur. Olivier l'accueillit à l'entrée et l'aida à monter les affaires. Amélie était dans l'entrée, observant comment sa belle-mère inspectait l'appartement avec un air de superviseur. « Bon, je vais m'installer. Où vais-je dormir ? » Sur le canapé, maman. Il se déplie et il est confortable. On verra bien. Espérance passa dans la chambre, examina le canapé, toucha le tissu, fronça les sourcils. Un peu dur, mais bon, je ferai avec. C'est juste pour un petit moment. Amélie ne dit rien, aida à préparer le lit, apporta une serviette. La belle-mère hocha la tête, remercia et commença aussitôt à ranger ses affaires. Les plantes, elle les mit sur le rebord de la fenêtre, les casseroles, elle les emmena à la cuisine. Une demi-heure plus tard, quand Amélie y entra, elle découvrit que sa belle-mère avait déjà réorganisé la moitié de sa vaisselle. « Espérance, pourquoi avez-vous tout déplacé ? » C'est plus pratique comme ça, Amélie. Les poêles doivent être à portée de main, pas sur l'étagère du haut. Comment tu les attrapais ? Bien, je les attrapais. Bon, maintenant ce sera encore mieux. Amélie serra les dents et sortit de la cuisine. Le soir, pendant le dîner, Espérance commença à poser des questions sur son travail, son salaire, ses projets. Amélie répondait brièvement. Olivier maintenait la conversation. Entre 2 questions, la belle-mère commenta que les rideaux du salon étaient un peu ternes, que le tapis était trop petit et qu'en général, il ne ferait pas de mal de rafraîchir l'intérieur. Amélie garda le silence. Une semaine, juste une semaine. Mais la semaine se transforma en 2, puis en 3. Espérance appelait les voisins. Ils disaient que les travaux n'étaient pas encore terminés. Olivier soupirait avec pitié et Amélie commençait à bouillir. Elle essaya de parler à son mari, mais il haussa les épaules. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? La mettre à la rue ? Olivier, ça fait un mois. Et alors ? Tu te sens à l'étroit ? L'appartement n'est peut-être pas énorme, mais il n'est pas minuscule non plus. C'est un studio, Olivier. Tu sais bien ce que je veux dire. » Amélie comprit. Elle comprit que protester n'avait plus de sens. Espérance s'était vraiment installée. Elle se levait tôt, préparait le petit déjeuner, mais seulement ce qu'Olivier aimait. Amélie ne mangeait pas de bouillie de maïs, mais sa belle-mère semblait ne pas le remarquer. Elle nettoyait l'appartement, lavait le linge, le repassait et continuait de réorganiser les choses. Les chaussures d'Amélie disparurent de l'entrée et finirent dans une boîte sur la mezzanine. Les livres de l'étagère passèrent dans l'armoire. Sa tasse préférée avec des chatons disparus. « Espérance, où est ma tasse ?
Celle-là, je l'ai jetée. Elle était pleine de fissures. Anti-hygiénique. Elle n'avait pas de fissures. Si, elle en avait, Amélie. Si, je l'ai vue. Ne t'inquiète pas, je t'en achèterai une autre. Elle ne lui en acheta jamais. Amélie buvait son café dans une tasse blanche quelconque, sentant une irritation sourde grandir en elle. Elle essayait de se répéter que c'était des bêtises, que ça ne valait pas la peine de se disputer, mais les bêtises s'accumulaient comme une boule de neige. Espérance commença à faire des commentaires sur sa silhouette. Amélie n'était pas grosse, elle était tout à fait normale, avec une légère rondeur qui ne l'avait jamais dérangée. Mais la belle-mère semblait penser autrement. Amélie, tu devrais manger moins le soir. À ton âge, tu sais. Chaque cuillère de plus va directement sur les hanches. J'ai 30 ans, Espérance. Précisément, tu n'as plus 20 ans. Il faut prendre soin de soi. Pendant ce temps, Olivier dévorait une deuxième portion et sa mère le regardait avec tendresse. Amélie restait là, picorant son riz avec sa fourchette et pensant qu'un peu plus et elle perdrait le contrôle. Mais elle continuait de tenir bon. Elle espérait que ces maudits travaux se termineraient enfin et qu'Espérance partirait. Mais les travaux ne se terminaient pas. 2 mois plus tard, Amélie découvrit la vérité par hasard, et c'était si mesquin, si cynique, qu'au début, elle ne voulut tout simplement pas y croire. C'est arrivé un jour férié. Olivier était parti travailler. Il y avait une panne sur la ligne et toute l'équipe d'ingénieurs avait été appelée. Espérance était assise dans la cuisine, buvant un café et discutant au téléphone. Amélie était dans la chambre, en train de ranger l'armoire. La porte de la cuisine était entr'ouverte et la voix de la belle-mère s'entendait très clairement. Non, Laetitia, je suis sérieuse. Je l'ai vendu il y a 2 mois. Et qu'est-ce que j'allais faire? Un 3 pièces en banlieue, des voisins bruyants. Il y a toujours quelque chose qui casse. Et j'ai pensé, à quoi bon? J'ai mis l'argent à la banque, il donne un bon intérêt et je vivrai tranquillement avec ça. Et ici, je vis avec Olivier, ça ne le dérange pas. La belle-fille fait parfois la tête, mais bon, ça lui passera. Elle n'a nulle part où aller. Amélie resta immobile avec une pile de pulls dans les mains. Son cœur tomba dans son estomac. Elle reposa les pulls sur l'étagère et écouta. Oui, bien sûr que c'est pratique. Pourquoi voudrais-je m'embêter à avoir mon propre appartement? Les charges de copropriété, les réparations, tout reposait sur moi. Et ici, c'est merveilleux. Je vis, je cuisine, je nettoie, ce qu'il y a à faire. Olivier est content d'avoir sa mère près de lui. Et bientôt, j'espère des petits-enfants, où serais-je d'autre sinon près de mon fils? Des petits-enfants. Amélie sentit un frisson lui parcourir le dos. Olivier et elle n'avaient jamais sérieusement parlé d'enfants. Bon, il l'avait mentionné une fois, comme en passant, un jour, et Espérance faisait déjà des plans. Non, Laetitia, il n'y avait pas de travaux chez les voisins. J'ai dit ça pour qu'il soit plus facile pour Olivier de convaincre sa femme. Tu comprends? C'est gênant de s'installer d'un coup pour de bon. Comme ça, une petite semaine, et puis tout s'arrange tout seul. Amélie sortit de la chambre. Elle marchait lentement dans le couloir, comme si elle traversait une masse épaisse. Sa tête bourdonnait, un sifflement emplissait ses oreilles. Elle s'arrêta à la porte de la cuisine et regarda sa belle-mère. Espérance était assise de profil avec un sourire satisfait sur le visage. Elle continuait de parler au téléphone, en riant. Puis elle se tourna, vit Amélie et sursauta. Son visage se contracta une seconde, mais elle reprit aussitôt contenance. Laetitia, je te rappelle plus tard. Oui, après. Elle posa le téléphone, se leva et attrapa la bouilloire, feignant que rien ne s'était passé. Tu veux un café, Amélie? Vous avez vendu votre appartement. Espérance resta immobile un instant, puis se tourna et son visage ne montrait plus de honte ni de culpabilité, seulement une assurance froide. Et alors? C'était mon appartement, j'en avais le droit. Vous avez dit que vos voisins faisaient des travaux. Et qu'est-ce que ça change? Olivier était inquiet, nerveux. J'ai pensé que ce serait plus facile comme ça.
Pourquoi angoisser son fils? Vous nous avez menti. Oh, je n'ai menti à personne. Je n'ai simplement pas raconté tous les détails. Est-ce un crime? Amélie sentit quelque chose de chaud et de furieux bouillir en elle. Elle serra les poings et fit un pas. Vous avez dit que vous resteriez une semaine. Une semaine, Espérance. Et ça fait déjà 4 mois. Et tu veux que je vive dans la rue? Olivier est mon fils. J'ai le droit d'être avec lui. Ce n'est pas votre appartement. C'est l'appartement de mon fils. Cet appartement est à moi. Espérance plissa les yeux, posa la bouilloire sur la table et croisa les bras. Ma chérie, tu peux penser ce que tu veux, mais toi et Olivier, vous êtes maintenant une famille, donc l'appartement est à vous deux. Et moi, en tant que mère, j'ai tout à fait le droit d'être ici. Vous n'avez aucun droit. Vous êtes une invitée ici. Oh, quelle fière invitée. Je fais plus de choses ici que toi. Qui cuisine? Qui nettoie? Qui s'occupe d'Olivier pendant que tu disparais au travail? Je ne vous ai rien demandé de tout ça. Et Olivier, si. Il a besoin de sa mère près de lui. Il est habitué à ce qu'on s'occupe de lui. Amélie ouvrit la bouche, mais les mots ne sortaient pas. Elle comprit que discuter était inutile. Espérance n'allait rien reconnaître et encore moins s'excuser. Elle se tenait là, avec ce visage suffisant, et c'était clair. Elle était là pour rester. Je le dirai à Olivier, réussit à dire Amélie. Dis-le lui. Mais je crains qu'il ne soit de mon côté. C'est son fils, après tout. Amélie se retourna et sortit. Dans la chambre, elle s'assit sur le canapé et se couvrit le visage de ses mains. Quelque chose de sauvage et d'amer rugissait dans sa poitrine. Elle se sentait piégée dans son propre appartement, cet endroit pour lequel elle avait travaillé 7 ans sans relâche. Et maintenant, une femme étrangère y régnait comme si de rien n'était, sans même prendre la peine de faire semblant. Le soir, elle essaya de parler à Olivier. Elle attendit qu'Espérance entre dans la salle de bain, à voix basse mais ferme, elle dit, « Ta mère a vendu son appartement. Il n'y avait pas de travaux. Dès le début, elle prévoyait de rester vivre ici. » Olivier était assis sur le canapé avec sa tablette. Il leva les yeux, cligna des paupières. « Comment le sais-tu? » Je l'ai entendu parler au téléphone. Elle l'a dit elle-même. Olivier soupira et se frotta le visage avec les mains. Amélie l'observait, attendant qu'il s'indigne, qu'il dise, comment a-t-elle pu? Elle nous a trompés. Ce n'est pas bien. Mais Olivier se contenta de secouer la tête et de dire, je suis fatigué. Et qu'est-ce qu'on peut y faire maintenant? Elle l'a déjà vendue, on ne peut pas revenir en arrière. Olivier, elle nous a menti. Oui, elle a menti. Maman avait peut-être peur qu'on la rejette. Tu comprends? Elle est seule. C'est difficile pour elle. Seule? Elle avait de l'argent. Elle aurait pu louer quelque chose. Pourquoi louer s'il y a de la place ici? Ici, Olivier. C'est un studio. On ne tient pas à 3. Mais on tient, d'une manière ou d'une autre. Je ne veux pas vivre comme ça. Olivier la regarda longuement et dans ce regard, Amélie vit quelque chose qu'elle n'attendait pas. Pas du soutien, pas de la compréhension, mais de l'irritation, de la fatigue, un manque d'envie de s'occuper de quoi que ce soit. Amélie, c'est ma mère. Je ne peux pas la mettre dehors. Je ne te demande pas de la mettre dehors. Je te demande de lui trouver un endroit où vivre. Avec quel argent? Elle a tout mis à la banque et les intérêts ne suffisent pas pour un loyer. Qu'elle loue une chambre ou qu'elle aille vivre avec ta sœur. Karine a 2 enfants et un mari. Ils sont plus à l'étroit que nous. Et donc, c'est moi qui dois supporter ça? Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Éleva la voix Olivier. Que je jette ma mère à la rue? C'est ça que tu veux que je dise? Amélie serra les lèvres. Quelque chose se contracta en elle, dur et froid. Elle comprit que la conversation était arrivée à une impasse. Olivier n'avait pas l'intention de changer quoi que ce soit. Pour lui, tout était simple. Sa mère avait besoin d'un toit, donc elle resterait.
Le fait qu'Amélie étouffait dans cette situation ne l'inquiétait pas, ou il ne voulait pas le voir. À partir de ce jour, Amélie cessa d'essayer de changer quoi que ce soit. Elle vivait simplement les dents serrées et s'efforçait de croiser le moins possible sa belle-mère. Elle partait plus tôt au travail, rentrait plus tard. Les week-ends, elle cherchait n'importe quelle excuse pour ne pas être à la maison, rendre visite à des amis, faire les magasins, se promener en ville. N'importe quoi, pour ne pas partager le même espace qu'Espérance. Mais la belle-mère semblait sentir sa faiblesse et commença à la presser encore plus fort. Elle cessa même de feindre de demander la permission. Elle déplaça les meubles dans la chambre. Maintenant, le canapé était contre un autre mur. Elle jeta l'oreiller préféré d'Amélie en disant qu'il sentait la poussière. Elle changea les rideaux de la cuisine pour les siens, apportés de son ancien appartement, lourd, sombre, qui rendait la petite cuisine encore plus petite. Amélie essayait de protester, mais se heurtait toujours à un mur. Espérance feignait de ne pas comprendre de quoi elle parlait. Elle disait qu'elle voulait seulement aider, que tout ce qu'elle faisait était pour le bien de la maison, tandis qu'Amélie ne faisait que critiquer. Olivier soutenait sa mère, enfin, il ne la soutenait pas ouvertement, mais il ne se mettait pas non plus du côté de sa femme. Il se contentait de hausser les épaules, de dire « Maman, ça suffit », et de changer de sujet. Le pire, c'étaient les commentaires sur la nourriture et sa silhouette. Espérance continuait de cuisiner uniquement ce qu'Olivier aimait. Des plats gras, lourds, des portions énormes. Elle-même mangeait peu, mais servait à son fils une assiette pleine à ras-bord, tandis qu'à Amélie, elle donnait une cuillère et demie et disait « Non, Amélie, tu n'en as pas besoin de plus. Tu es déjà. Eh bien, plus enrobée. » Amélie n'avait pas grossi. À la maison, elle portait un vieux pantalon et un t-shirt ample parce qu'elle voulait être à l'aise, mais pour Espérance, c'était une raison de la harceler. Moi, à ton âge, j'étais svelte. Olivier me regardait avec fierté, n'est-ce pas, mon fils ? Olivier hochait la tête sans lever les yeux de son assiette. Amélie s'étouffait avec sa nourriture. L'appétit disparaissait, mais elle faisait l'effort de ne pas donner de raison à sa belle-mère. Un soir, alors qu'Olivier restait de nouveau plus longtemps au travail, Espérance fit à Amélie une véritable leçon de morale. Elle s'assit en face d'elle, croisa les mains sur la table et commença à expliquer comment une épouse devait se comporter. Tu vois, Amélie, une femme doit prendre soin d'elle. Tu sais que pour un homme, la beauté intérieure est importante ? Oui, mais l'extérieur aussi. J'ai toujours essayé de rester en forme pour mon mari, toujours soigné. Il me portait dans ses bras. Espérance, je ne veux pas parler de ça. Eh bien, tu devrais. Ça te ferait du bien de m'écouter. Je te vois toujours débraillée, sans maquillage. Ton mari rentre du travail et tu ressembles à un épouvantail. Tu devrais avoir honte. Amélie se leva de table. Tout bouillait en elle, ses mains tremblaient. Elle entra dans la salle de bain, ferma la porte et ouvrit le robinet. Elle se pencha sur le lavabo et regarda son reflet, un visage normal, un peu fatigué, avec de légères cernes, mais pas laid, pas négligé, juste normal. Pourquoi diable devait-elle se justifier de ne pas ressembler à un mannequin ? Elle se lava le visage à l'eau froide et sortit. Espérance était déjà assise devant la télévision, changeant de chaîne. Amélie passa devant, s'allongea sur le canapé et se couvrit d'une couverture. Elle voulait disparaître, s'enfoncer sous le sol, être n'importe où sauf là. Les jours passaient, les semaines aussi. Amélie sentait que quelque chose en elle mourait lentement. Cette joie qu'elle avait ressentie la première fois qu'elle était entrée dans son appartement avait disparu. Maintenant, elle rentrait à la maison le cœur lourd, ouvrait la porte et la première chose qu'elle faisait était d'écouter où était sa belle-mère. Que faisait-elle ? Quels commentaires désagréables l'attendaient ? Elle essaya de parler à Olivier plusieurs fois, mais il se fâchait toujours. Il disait qu'elle exagérait, que sa mère ne se souciait que d'eux, qu'elle voulait aider, qu'Amélie était trop sensible et prenait les choses trop à cœur. Elle m'humilie, Olivier. Oh, ça suffit. Maman est comme ça. Elle a un caractère direct, mais elle se soucie de nous. Elle se soucie de toi. Moi, elle me méprise. Tu recommences avec ça, Amélie.
Vraiment, je suis fatiguée de cette conversation. On pourrait vivre tranquillement. Tranquillement? Amélie eut envie de rire. Quelle tranquillité pouvait-il y avoir si elle se sentait comme une intruse dans sa propre maison? Un jour, elle rentra à la maison et trouva sa trousse de toilette déplacée de l'étagère de la salle de bain au meuble inférieur. Elle l'ouvrit et vit que le flacon de sa crème chère, acheté à moitié prix en solde, contenait moins de la moitié, alors que le matin même, il était presque plein. Amélie sortit dans le couloir et croisa Espérance. La belle-mère venait de sortir de la salle de bain, le visage frais, brillant, clairement enduit de quelque chose. « Espérance, avez-vous utilisé ma crème ?»« Oui, j'en ai mis un petit peu. »« Et alors ?»« C'est ma crème. »« Et pourquoi es-tu si chiche ?»« Une crème, c'est fait pour être utilisé. Tu ne voudrais pas que j'aie mauvaise mine, n'est-ce pas ? Elle est chère. Je l'ai achetée exprès. » Oh, quelle exagération. Cher, pas cher, une crème est une crème. Tu devrais l'utiliser plus souvent, d'ailleurs. Tu as la peau sèche. Amélie la regarda fixement et comprit soudain qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle ne voulait plus le supporter. C'en était fini. Espérance, s'il vous plaît, ne touchez pas à mes affaires. Oh, quel fier accent grave bras. Bon, je ne toucherai pas à ta précieuse crème, même si entre nous, elle n'est pas si bonne. J'en ai une meilleure. Elle passa dans la cuisine et Amélie l'entendit commencer à déplacer des casseroles et à fredonner une chanson, insouciante, légère, comme si de rien n'était. Amélie s'enferma dans la salle de bain, s'assit sur le bord de la baignoire et se couvrit le visage de ses mains. Elle ne pleurait pas, elle était juste là, vide, froide. Elle savait que si rien ne changeait, elle allait craquer. Et de cette Amélie qui avait travaillé pendant 7 ans pour son rêve, il ne resterait rien. Le soir même, l'événement qui fit déborder le vase se produisit. Ils dînaient tous les trois. Espérance avait préparé du riz avec des croquettes. À Olivier, elle servit une assiette énorme, à elle-même une assiette moyenne, et à Amélie 3 cuillères de riz et une demi-croquette. Tiens, Amélie, juste ce qu'il te faut. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Il faut moins avaler. Olivier laissa échapper un petit rire et continua de manger. Amélie regarda son assiette, puis sa belle-mère, puis son mari. Quelque chose en elle fit un déclic. Je n'avale pas, Espérance, je mange comme une personne normale. Oh, ne te vexe pas. Je fais ça pour ton bien. Tu me remercieras quand tu auras retrouvé la ligne. J'ai la ligne. Ah oui, bien sûr. J'ai vu ta ligne. Tu t'es regardé dans le miroir dernièrement? Amélie se leva lentement de table, posa sa fourchette, prit son assiette et l'emmena à la cuisine. Elle vida le contenu dans la poubelle, posa l'assiette dans l'évier, retourna dans la chambre, prit sa veste et son sac. Où vas-tu? Demanda Olivier. Chez Pauline. Je passe la nuit là-bas. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es vexée pour une bêtise pareille? Amélie ne répondit pas, elle sortit simplement et ferma la porte derrière elle. Elle descendit les escaliers. Elle sortit dans la rue. Il faisait froid. Une fine bruine tombait. Elle marcha jusqu'à l'arrêt, monta dans le bus et alla chez son amie. Pauline ouvrit la porte, vit Amélie et comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Elle la fit entrer, l'installa dans la cuisine, prépara du café. Amélie raconta tout sur la belle-mère, sur le mensonge, sur comment elle se sentait étrangère dans son propre appartement. Pauline écouta, secoua la tête et à la fin dit, « Mais tu t'entends, Amélie? Réveille-toi, ils t'utilisent, ton appartement, ton espace. Et eux, ils sont installés là comme s'ils étaient les propriétaires. Tu dois faire quelque chose. » Qu'est-ce que je peux faire? Olivier ne se mettra pas de mon côté. Alors peut-être est-il temps de te demander si tu as besoin d'un tel mari. Amélie garda le silence. Cette question lui trottait dans la tête depuis des jours, mais elle avait peur de la formuler parce que la réponse était évidente et terrifiante. Elle dormit chez Pauline. Le matin, elle retourna chez elle. Olivier était déjà parti au travail. Espérance était dans la cuisine avec un journal. En voyant Amélie,
Elle hocha la tête et dit comme si de rien n'était, « Bon, ça t'est passé, non ? Très bien. J'ai préparé de la soupe. Tu en veux ? » Amélie passa son chemin, enleva ses vêtements d'extérieur, enfila quelque chose de confortable et s'allongea sur le canapé. Elle se couvrit d'une couverture et ferma les yeux. Elle sentait que quelque chose en elle avait changé. Elle avait franchi une ligne. Les jours suivants, Amélie vécut dans un étrange état de léthargie. Elle se levait, allait au travail, revenait, dînait en silence et se couchait. Elle s'efforçait de ne pas regarder sa belle-mère, de ne pas parler à Olivier. Quelque chose en elle mûrissait, devenait lourd, mais elle ne savait pas encore ce que c'était. Espérance, apparemment, remarqua que sa belle-fille ne résistait plus et devint complètement effrontée. Elle ne feignait même plus l'amabilité. Elle commandait à voix haute. Elle s'appropriait tout, quoi cuisiner, quand laver, ou ranger les affaires. Olivier acceptait cela comme si c'était normal. De plus, il semblait content. Sa mère cuisinait, sa femme se taisait. Tout était en ordre. Un après-midi, alors qu'Amélie était sur le canapé en train de lire, Espérance passa à côté d'elle et s'arrêta brusquement. Elle la regarda de haut en bas et dit pensivement, « Dis, Amélie, ça fait combien de temps que tu n'es pas allée chez le gynécologue ?» Amélie leva les yeux, confuse. « Pourquoi veux-tu savoir ça ? » ?»« Comment ça, pourquoi ? Toi et Olivier, vous êtes mariés depuis 1 an. Vous devriez penser aux enfants. Le temps passe, tu n'es plus si jeune. J'ai 30 ans. Précisément 30. Après 35 ans, c'est plus difficile. Il faut se dépêcher. Amélie ferma le livre. Espérance. Nous déciderons quand d'avoir des enfants. Oui, oui, bien sûr. Sauf que pendant que vous décidez, le temps file. Moi, j'ai eu Olivier à 23 ans et c'était très bien. Maintenant, je veux des petits-enfants. Alors, occupez-vous de ceux de votre fille. Karine en a 2. J'ai envie d'avoir des petits-enfants de mon fils, tu comprends ? Amélie se leva sans rien dire et s'enferma dans la salle de bain. Elle ouvrit l'eau froide et se lava le visage. Elle regarda son reflet dans le miroir et pensa, « Jusqu'à quand vais-je supporter ça ? Jusqu'à quel point vais-je endurer les humiliations ? » Quand elle retourna dans la chambre, elle trouva Espérance assise à sa place sur le canapé, feuilletant un magazine. Amélie s'arrêta à la porte. « Espérance. » J'étais assise là. « Et alors ? » Assieds-toi sur la chaise. Le canapé me convient mieux. J'ai mal au dos. Amélie serra les poings, mais se tut. Elle alla à la cuisine, se servit un verre d'eau et le but d'un trait. Elle avait une boule dans la gorge. Elle voulait crier, mais se retint. Elle savait que si elle explosait, Olivier se mettrait encore du côté de sa mère. Une fois de plus, il dirait qu'Amélie exagérait, que la belle-mère était juste fatiguée, qu'il fallait être patiente. Le lendemain, se produisit ce qui devint la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Amélie rentra du travail un peu plus tôt que d'habitude. Elle ouvrit la porte et remarqua immédiatement une odeur étrange, douceâtre, chimique. Elle entra dans la chambre et resta pétrifiée. Espérance était au milieu de la pièce, déplaçant les meubles comme si c'était chez elle. Le canapé était maintenant contre le mur opposé, la table près de la fenêtre, et à la place de la commode, il y avait maintenant un fauteuil que la belle-mère avait ramené d'on ne sait où. La commode gisait renversée sur le sol. « Qu'est-ce que vous faites ? » La voix d'Amélie était basse, mais tranchante. Espérance se tourna, s'essuya les mains sur son tablier et sourit. « Ah, tu es arrivée. »« Eh bien rien, j'ai pensé renouveler un peu l'ambiance. Tu as dit toi-même que c'était ennuyeux, alors j'ai décidé de changer. Je trouve que ça rend mieux, c'est plus lumineux. Je ne vous ai pas demandé de déplacer quoi que ce soit. Oh, j'ai décidé moi-même, une petite surprise, disons. » Amélie s'approcha de la commode, la souleva. Elle était lourde, mais elle y parvint. Elle la remit à sa place, puis se tourna vers sa belle-mère. « Laissez tout comme c'était. Oh, ne sois pas comme ça. Essaie pendant un moment, peut-être que ça te plaira. Laissez-le comme c'était.
Espérance pinça les lèvres. Dans ses yeux brilla de l'irritation. Tu sais, Amélie, tu te permets beaucoup de choses. J'essaie de faire des choses pour vous. Je veux que tout soit mieux et toi, la seule chose que tu fais, c'est de faire une tête d'enterrement. Je ne vous ai rien demandé. Je vous ai demandé de ne pas toucher à mes affaires, de ne pas déplacer les meubles, de ne pas vous mêler de ma vie. Ta vie, se moqua la belle-mère. Ma chérie, maintenant tu es mariée à mon fils, donc ce n'est plus seulement ta vie, c'est la nôtre. C'est mon appartement. L'appartement est peut-être à toi, mais le mari est à nous deux et j'ai le droit d'être aux côtés de mon fils. Amélie sentit tout bouillir en elle. Ses mains tremblaient, sa respiration s'accéléra. Elle se retourna, sortit de la chambre et s'assit dans la cuisine, se couvrant le visage de ses mains. Elle voulait pleurer, mais les larmes ne venaient pas, il n'y avait que de la rage, amère et lourde. Le soir, quand Olivier rentra du travail, Amélie essaya de parler une nouvelle fois. Pour la combientième fois? Elle attendit que sa belle-mère entre dans la salle de bain, à voix basse mais ferme, elle dit, « Aujourd'hui, ta mère a déplacé tous les meubles. » Sans demander. Olivier enleva ses chaussures, entra dans la chambre, observa la nouvelle disposition et haussa les épaules. « Et alors? C'est bien, ça a l'air plus frais. » Olivier. C'est mon appartement. Elle n'a pas le droit d'en disposer comme elle veut. Oh, ça suffit. Elle a juste déplacé des meubles. Elle n'a pas vendu l'appartement. Pourquoi tu t'énerves? Je m'énerve parce que je suis fatiguée que personne ici ne m'écoute. Amélie, arrête. Maman voulait juste te rendre service. Un service? Elle fait tout pour que je me sente plus mal. Olivier éleva la voix. Ça suffit. J'en ai marre de tes plaintes. Tous les jours la même chose, maman ceci, maman cela. Et si le problème, c'était toi et pas elle? Amélie resta immobile, regardant son mari sans le reconnaître. Cet Olivier dont elle était tombée amoureuse n'était plus là. Il ne restait qu'un inconnu qui choisissait sa mère et n'essayait même pas de comprendre sa femme. Tu le penses vraiment? Oui, je le pense. Maman fait des efforts, elle cuisine, elle nettoie, et toi, tu n'es jamais contente. Il serait temps que tu apprécies ce que les gens font pour toi. Je ne lui ai pas demandé de cuisiner ni de nettoyer, je lui ai demandé de partir. Encore avec ça. Olivier frappa la table du poing. Qu'elle parte, qu'elle parte. Et où? À la rue? Qu'elle loue un endroit. Avec quel argent? Je te l'ai déjà expliqué. Qu'elle vive avec ta sœur. Chez ma sœur, il n'y a pas de place, et ici si. Dans mon studio, il y a de la place pour 3. Amélie, ce n'est plus seulement ton appartement. Nous sommes une famille et ma mère fait partie de cette famille. Non, Olivier. Cet appartement est à moi. Je l'ai acheté avec mon argent. 7 ans d'économie. Et toi, tu as emménagé après le mariage. Et ta mère devait rester une semaine. Une semaine, Olivier, et ça fait déjà 3 mois et demi. Olivier pâlit, la regarda comme s'il la voyait pour la première fois, puis expira lentement et dit, « Tu sais quoi, Amélie? J'ai décidé que nous devions vivre séparément un certain temps. » Amélie resta stupéfaite. « Quoi? Tu as entendu. Vivre séparément. Toi, tu te calmes, tu réfléchis à ton comportement, et moi, je réfléchis si j'ai besoin de ces scandales. De quoi parles-tu? » Olivier ne répondit pas. Il alla dans la chambre et commença à sortir les vêtements d'Amélie de l'armoire. Pull, jean, t-shirt, il mettait tout dans un grand sac. Amélie resta dans l'embrasure de la porte, n'en croyant pas ses yeux. « Olivier, qu'est-ce que tu fais? » « Je fais tes valises. Tu resteras chez ton ami une semaine ou 2. Réfléchis, puis tu reviens et tu demandes pardon. » Demander pardon? Pourquoi? Pour ne pas respecter ma famille. Pour te comporter comme une égoïste. Il continuait à mettre ses affaires dans le sac avec des mouvements brusques et pleins de rage. Amélie le regardait et sentit soudain quelque chose se retourner en elle. Ce n'était pas de la colère,
ni de la douleur, c'était autre chose, froid, précis. De la chambre sortit Espérance. Apparemment, elle avait entendu le vacarme. Elle s'arrêta à côté de son fils, croisa les bras et regarda Amélie avec une expression triomphante. Un sourire à peine perceptible se dessinait sur ses lèvres. C'était sa victoire, la belle-fille expulsée, le territoire conquis. Olivier prit un autre sac et commença à y mettre les chaussures d'Amélie, marmonnant, « Tu verras, quand tu vivras un peu séparé, tu comprendras la chance que tu as. Une maison, un mari, des soins, et toi, toujours mécontente. » Amélie regardait comment son mari jetait ses affaires dans des sacs. Elle regardait sa belle-mère fière, ne prenant même pas la peine de cacher sa satisfaction. Et alors, quelque chose l'inonda, pas de la fureur, pas de l'hystérie, mais un calme glacial, presque joyeux. Elle éclata de rire. D'abord doucement, puis plus fort, puis aux éclats. Elle riait jusqu'à ce que ses yeux se remplissent de larmes. Elle riait en s'accrochant à l'encadrement de la porte parce que ses jambes tremblaient. Olivier s'immobilisa, un pull à la main. Espérance fronça les sourcils. Tous deux l'observaient comme si elle était devenue folle. Elle continua de rire jusqu'à en perdre le souffle. Puis elle essuya ses larmes, prit une profonde inspiration et dit lentement, clairement et cruellement, « C'est mon appartement, idiot. Prends ta mère et foutez le camp d'ici, tous les deux. » Le silence fut assourdissant. Olivier ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Espérance pâlit. Amélie se tenait droite et pour la première fois depuis de nombreux mois, elle se sentait maîtresse des lieux, pas une invitée, pas une intruse, la maîtresse. Olivier fut le premier à réagir. Il laissa tomber le pull au sol, fit un pas vers elle. « Qu'est-ce qui te prend ? Comment oses-tu ? J'ose vous mettre à la porte de mon appartement. Les papiers sont à mon nom. Toi, tu es seulement domicilié ici, et grâce à moi. Tu te prends pour qui ? Je suis ton mari. Un mari qui vient d'essayer de me mettre à la porte de ma propre maison, qui a choisi sa maman et n'a même pas essayé de m'écouter. » Espérance s'avança, le visage déformé par la rage. « Tu es une ingrate. J'ai tout fait pour vous. Je cuisinais, je nettoyais, je faisais des efforts. Je ne vous ai rien demandé. Vous êtes entré ici sans permission et vous vous êtes approprié un foyer qui n'était pas le vôtre. Je vais te... » La belle-mère se précipita vers la table, attrapa une poêle, celle qui était restée du déjeuner, encore sale, et la leva pour la frapper. Ses yeux brillaient de fureur, sa bouche était tordue. Amélie vit qu'elle était capable de tout pour garder le contrôle. Mais Amélie ne bougea pas. Elle sortit son téléphone de sa poche, déverrouilla l'écran, ouvrit l'appareil photo et le pointa directement sur sa belle-mère. Espérance resta pétrifiée en plein mouvement. La poêle resta suspendue en l'air. Elle regarda le téléphone et son visage devint cendreux. Une tentative d'agression, ça s'enregistre très bien, dit Amélie, d'une voix basse mais ferme. La vidéo est déjà dans le cloud et il y a une copie. Si vous me touchez, j'aurai des preuves et je n'hésiterai pas à les porter là où il le faut. Toi, tu n'oserais pas? Bien sûr que si. J'ai supporté vos insultes, votre mépris pendant 4 mois, mais c'est fini. Espérance baissa lentement le bras. La poêle heurta le bord de la table et tomba au sol avec un grand bruit. La belle-mère respirait difficilement. Olivier regardait alternativement l'une et l'autre, sans savoir quoi faire. Amélie éteignit l'appareil photo, mais garda le téléphone bien visible dans sa main. « Vous avez 3 jours, dit-elle. Dans 3 jours, je ne veux plus vous voir ici. Ni vos affaires, ni votre odeur, ni une seule trace. » « Tu es folle. » éclata Olivier. « Tu ne peux pas mettre ma mère dehors comme ça. »« Si, je peux. C'est mon appartement, je le répète, le mien, et j'ai le droit absolu de décider qui vit ici et qui ne vit pas. Je suis ton mari. Pour le moment. Mais si vous ne partez pas dans 3 jours, je demanderai le divorce. Et crois-moi, il n'y aura rien à partager. L'appartement est à moi, acheté avant le mariage. Il n'y a pas de contrat de mariage. Par contre, tes dettes de voiture, elles, pourront être partagées.
Tu te vois payer seul ces 15 000 euros? Olivier pâlit. Amélie savait qu'il peinait à payer chaque mensualité et que l'idée de tout assumer seul le terrifiait. Tu me menaces? Non, je pose juste des limites. Ce que j'aurais dû faire il y a 4 mois. Maintenant, dehors, tous les deux. Espérance essaya de jouer la carte de la pitié. Sa voix devint pleurnicharde. Ses yeux se remplirent de larmes. Amélie, mais que dis-tu? Je ne l'ai pas fait exprès, je voulais juste aider. Où vais-je aller maintenant? Je n'ai nulle part où aller. Ce n'est pas mon problème. Vous avez de l'argent à la banque. Louez quelque chose. C'est peu. Ça suffira pour une chambre. Ou aller chez Karine. Vous finirez bien par trouver une solution. Je n'ai pas à vous entretenir. Olivier. Espérance se tourna vers son fils. Dis-lui quelque chose. Tu ne vas pas permettre qu'on me mette à la rue. Olivier se tenait là, les poings serrés, le visage rouge, les veines du cou gonflées, mais il se taisait parce qu'il savait qu'Amélie avait raison. L'appartement était à elle, et s'il essayait de s'imposer, elle demanderait le divorce. Et cela signifiait des problèmes, le crédit, un loyer, recommencer à zéro. 3 jours, répéta Amélie. Après ça, je passe à l'action. Elle se retourna et alla dans la cuisine. Elle s'assit à table et posa le téléphone devant elle. Ses mains tremblaient, mais plus de peur ou de rage, mais de soulagement. Elle avait enfin dit ce qu'elle devait dire. Elle les avait enfin remis à leur place. On entendait des voix étouffées derrière le mur. Olivier et Espérance chuchotaient, se disputaient. Puis la porte de la chambre claqua. Amélie resta à regarder par la fenêtre, la cour sombre, les lumières dispersées. Elle pensait que quelque chose d'important venait de se produire. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait elle-même. Pas une ombre, pas un appendice de son mari, pas une cible pour les critiques de sa belle-mère. Elle-même. La nuit, Olivier tenta d'entrer dans la cuisine. Amélie était là avec une tasse de café. Il s'arrêta à la porte, se balança d'un pied sur l'autre et dit d'une voix coupable, « Dis, peut-être qu'on ne devrait pas faire ça si brusquement. On pourrait en parler calmement. Il n'y a rien à dire. 3 jours. Amélie, comprends maman. Ta mère a menti, insulté et essayé de me mettre à la porte de mon propre appartement. Et tu l'as aidé. Alors je ne veux plus rien entendre. Soit vous partez, soit je demande le divorce. Tu ne peux pas détruire notre famille comme ça. Vous l'avez détruite le jour où tu as choisi ta mère avant ta femme. Olivier resta un moment, puis se retourna et partit. Amélie finit son café, lava sa tasse et s'allongea sur le canapé de la cuisine. Elle ferma la porte à clé. Elle dormit mal, mais se leva l'esprit clair. Les 2 jours suivants se passèrent dans un silence tendu. Espérance faisait ses valises avec des soupirs théâtraux et des lamentations. Olivier était sombre, ne parlant presque pas. Amélie resta sereine, allait au travail, revenait et s'enfermait dans la cuisine. Elle n'engageait pas la conversation, ne réagissait pas aux tentatives de sa belle-mère de susciter la pitié. Le 3e jour, dans l'après-midi, ils partirent enfin. Olivier appela un taxi, ils chargèrent des sacs et des boîtes. Espérance essaya de dire quelque chose de blessant avant de partir, mais Amélie resta simplement à la porte avec une expression de pierre, sans répondre. Quand la porte se referma derrière eux, elle s'appuya contre le cadre et laissa échapper un souffle, plus doux que celui qu'elle avait respiré depuis des mois. Amélie marcha lentement dans l'appartement, la chambre, la cuisine, la salle de bain, tout à sa place, tout à elle. Elle s'arrêta au milieu de la pièce et sentit une boule lui monter à la gorge. Pas de tristesse, de soulagement. Elle s'assit sur le canapé et regarda autour d'elle. Il faudrait tout remettre comme avant, enlever les rideaux que la belle-mère avait accrochés, acheter une nouvelle tasse. Il y avait beaucoup à remettre à sa place, mais c'était agréable, c'était un retour à soi-même. Le lendemain, elle déposa les papiers du divorce. Le divorce fut étonnamment rapide. Olivier ne résista pas. Il semblait même attendre qu'elle change d'avis, qu'elle appelle et dise « C'est bon, reviens,
oublions tout ça. Mais l'appel ne vint jamais. Amélie garda le silence et ce silence, plus que toute explication, signifiait qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Ils se virent une dernière fois au bureau où ils déposèrent la demande. Olivier semblait débraillé, mal rasé. Amélie, en revanche, était ferme et calme. Il tenta de parler, de dire quelque chose sur le fait de tout arranger, d'avoir compris ses erreurs. Amélie le regarda longuement et répondit par une phrase courte, « Trop tard, Olivier ». Il pinça les lèvres et détourna le regard. Ils ne se parlèrent plus. La demande fut déposée. Un mois plus tard, on leur assigna une date. Il n'y eut rien à partager. L'appartement était à elle, acheté avant le mariage. Ils n'avaient presque pas de biens communs, de vieux meubles, des appareils électroménagers bon marché. Rien de valeur. Olivier ne demanda pas de compensation. Peut-être savait-il qu'il avait tort, ou peut-être était-il simplement fatigué. La seule chose désagréable fut la tentative d'Espérance de lui soutirer de l'argent. Elle appela Amélie 2 semaines après son départ et exigea une compensation pour les charges de service et pour le travail qu'elle avait, selon elle, investi dans la maison. Sa voix était effrontée, assurée. « Amélie, tu dois comprendre que j'ai vécu avec vous pendant 4 mois. L'électricité, l'eau, le chauffage, tout ça coûte de l'argent et je pense que tu devrais me rembourser au moins la moitié. » Amélie écoutait et se demandait comment on pouvait être si effronté. « Espérance, vous avez vécu chez moi sans mon consentement. Je ne vous ai pas invité à rester plus d'1 semaine, donc je ne vous dois rien. » « Ah, je vois. Eh bien, je vais porter plainte pour préjudice moral. Tu m'as insulté. Tu m'as humilié. Porter plainte. Rappelez-vous simplement que j'ai une vidéo où vous tentez de me frapper avec une poêle et des témoins qui peuvent confirmer que vous vous êtes comporté comme si vous étiez la propriétaire d'une maison qui n'était pas la vôtre. De plus, je peux déposer une contre-plainte pour les objets que vous avez endommagés. Vous vous souvenez de ma tasse, de la crème, des choses que vous avez jetées ? La liste est longue. De l'autre côté de la ligne, le silence régna. Puis la belle-mère marmonna quelque chose et raccrocha. Elle ne rappela plus. Amélie sourit et bloqua son numéro. 2 mois plus tard, le divorce fut officialisé. Amélie reçut le certificat, regarda le sceau et sentit un poids énorme disparaître de ses épaules. Elle était libre, de nouveau seule, de nouveau maîtresse de sa vie. Par Pauline, elle apprit qu'Olivier et sa mère étaient d'abord allés chez sa sœur, Karine. Pauline connaissait une collègue de travail de Karine et celle-ci lui raconta les détails. Karine les accueillit sans enthousiasme, un appartement de 2 chambres, un mari, 2 enfants, et soudain 2 bouches de plus à nourrir. Espérance tenta d'imposer son style là aussi, elle réorganisait les choses, critiquait la manière dont Karine éduquait les enfants, donnait des conseils sans arrêt. Karine supporta 2 semaines. La 3e, elle réunit la famille et dit directement à son frère, « Olivier, je t'aime, mais maman doit partir. Sinon, je vais finir dans un asile ici. » Le mari de Karine soutint sa femme. Olivier tenta de protester, mais comprit vite qu'il n'était pas non plus le bienvenu à bras ouverts. 3 semaines après s'être installé, lui et sa mère partirent. Olivier loua un petit studio en banlieue, étroit, avec vue sur une zone industrielle, payant près de la moitié de son salaire. Espérance tenta de rester avec lui, mais il ne tint qu'1 semaine avant de dire qu'il n'en pouvait plus, qu'il avait besoin d'espace, qu'il était épuisé. La mère se vexa, fit un scandale, le traita d'ingrat, mais Olivier ne céda pas. Apparemment, la vie avec Amélie et sa perte ultérieure lui avait appris quelque chose. Espérance tenta ensuite de s'installer chez des parents éloignés, d'abord une cousine, puis un neveu, mais partout, elle était accueillie avec froideur et seulement pour une courte durée. Beaucoup se souvenaient de son caractère venimeux, de son envie de commander, de son incapacité à vivre en paix. Après un mois d'errance, elle trouva une chambre dans un appartement en colocation. 6 chambres, une cuisine commune, une seule salle de bain. Les voisins se révélèrent encore plus conflictuels qu'elle. Une vieille dame de la chambre voisine faisait des scandales à 3 heures du matin. L'homme d'en face buvait et criait en regardant le football, et les étudiants du dessus organisaient des fêtes.
Espérance tenta de s'imposer, mais comprit vite que personne ne la craignait là-bas. Une fois, elle essaya de réprimander la voisine et celle-ci l'envoya promener avec une telle force qu'Espérance passa une semaine blême. Amélie entendait tout cela par l'intermédiaire de Pauline et ressentait quelque chose d'étrange, pas de la jubilation, mais plutôt de la satisfaction, de la justice. Après tout, ceux qui avaient tenté de l'expulser de sa propre maison erraient maintenant sans but. La vie reprit peu à peu son cours. Amélie redonna à l'appartement son aspect d'origine, remit les meubles en place, accrocha ses rideaux, acheta une nouvelle tasse avec un chat orange, plus amusante que la précédente. Elle allait travailler, rentrait chez elle et chaque fois qu'elle ouvrait la porte, elle ressentait un bonheur tranquille. Silence, ordre, ses règles. Un soir, assise près de la fenêtre avec une tasse de café, elle pensa qu'elle devait changer quelque chose, pas radicalement, mais un peu. Elle avait vécu trop longtemps en mode économie et survie. Il était temps d'ajouter de la couleur. Le week-end, elle alla dans un magasin de bricolage, regarda longuement les peintures et choisit une teinte turquoise, vive, intense, la même qu'elle avait désirée en achetant l'appartement. À l'époque, elle n'avait pas osé. Cela lui avait semblé trop audacieux. Maintenant, si. Elle peignit elle-même. Pendant 2 semaines, le soir, elle mettait la musique un peu plus fort, enfilait un vieux t-shirt et peignait les murs avec plaisir. La voisine du dessous frappa 1 ou 2 fois le plafond avec un balai, mais Amélie se contenta de sourire et de baisser un peu le volume. Quand elle eut terminé, elle recula jusqu'à la porte et contempla la pièce. Elle avait changé. Elle avait l'air vivante, lumineuse, exactement comme elle l'imaginait. Maintenant, c'est un foyer, dit-elle à voix haute en souriant. 1 semaine plus tard, quelque chose d'inattendu se produisit. Amélie rentrait du travail, entra dans l'immeuble et entendit un miaulement plaintif. Elle regarda autour d'elle. À côté du radiateur, il y avait un chaton orange, sale, maigre, avec des yeux effrayés. Amélie s'accroupit et tendit la main. Le chaton recula, feula, mais il n'avait nulle part où aller. Elle le prit délicatement, l'enveloppa dans son écharpe et le ramena à la maison. Elle le lava, le nourrit, lui arrangea une vieille couverture sur le canapé. Le chaton mangea avec avidité, puis se mit en boule et s'endormit avec un léger ronronnement. Amélie l'observait et pensait que c'était peut-être un signe. Elle avait été seule si longtemps qu'elle avait presque oublié ce que c'était de prendre soin de quelqu'un sans obligation, sans devoir, juste parce qu'on le désire. Elle l'appela Roussel, pas très original, mais sincère. Roussel s'habitua rapidement, courait dans l'appartement, poursuivait des reflets de lumière et dormait sur ses genoux. Le soir, Amélie s'asseyait sur le canapé, caressait le chat et sentait quelque chose en elle fondre. La rage, la rancune, la déception, tout cela disparaissait, il ne restait que la paix. Ses amis remarquèrent le changement. Pauline lui dit un jour, « Tu es différente. Tu es toujours toi, mais plus légère. » Je ne sais pas. Amélie haussa les épaules. Je me suis simplement débarrassée du lest, d'Olivier, de tout ce qui m'empêchait d'être moi-même. Pauline hocha la tête avec compréhension. Elles étaient assises dans la cuisine d'Amélie, buvant un café, et Roussel dormait sur le rebord de la fenêtre. Dehors, il pleuvait, la première forte pluie de la saison. Les gouttes lourdes frappaient la vitre et la ville semblait s'assoupir. Plus d'1 an s'était écoulé depuis le divorce. Amélie était au travail, vérifiant des documents, quand Karine, la sœur d'Olivier, l'appela. Amélie fut surprise. Elle n'avait jamais été proche. Karine était gentille, mais distante. Et après le divorce, Amélie ne s'attendait pas à recevoir d'appel de sa part. Bonjour, Amélie. Pardonne-moi de te déranger, je voulais juste te raconter quelque chose. Je t'écoute. C'est à propos d'Olivier et de maman. Ils vont. Eh bien, très mal. Olivier a du mal à joindre les 2 bouts. Il loue un studio minuscule. Au travail, il a des problèmes, et maman vit dans une colocation. Elle m'appelle tous les jours pour se plaindre. Je ne sais plus quoi lui dire. Et pourquoi me racontes-tu ça? Pour que tu saches que tu as bien fait. Au début, je pensais que tu avais été dur,
que vous auriez peut-être pu arranger les choses, mais après avoir eu maman ici, j'ai compris, elle est insupportable. Et Olivier est un homme adulte qui se comporte comme un fils à maman. Tu as bien fait de partir, vraiment. Amélie la remercia et raccrocha. Elle ressentit quelque chose d'étrange. Pas du triomphe, pas de la moquerie, juste la certitude d'avoir pris la bonne décision. Si elle était restée, elle se serait complètement brisée. Pendant ce temps, au travail, les choses allaient très bien. Amélie fut de nouveau promue, elle était maintenant comptable en chef. Son salaire augmenta, elle pouvait économiser et elle pensait à s'acheter une voiture, pas neuve, mais la sienne, pour pouvoir aller où elle voulait, sans dépendre des transports en commun. Elle s'inscrivit aussi à des cours d'anglais. Elle avait toujours voulu améliorer la langue, mais n'avait jamais eu le temps. Maintenant si. Elle y allait 2 fois par semaine, s'asseyait sur des bancs à côté de jeunes gens, étudiait la grammaire et des phrases utiles. La professeure, une femme d'une 50aine d'années aux yeux vifs, la félicitait. Amélie, vous avez une très bonne prononciation et une excellente mémoire. Si vous continuez comme ça, dans 6 mois, vous pourrez voyager à l'étranger sans crainte de ne pas vous faire comprendre. Amélie souriait. Elle ne pensait pas encore à voyager, mais l'idée de pouvoir le faire, d'avoir le choix, la réconfortait. Un week-end, elle décida de rendre visite à ses parents. Cela faisait longtemps qu'elle n'y était pas allée. Elle prépara un sac de provisions, prit le bus et traversa la ville. Son père ouvrit la porte, la serra dans ses bras et appela sa mère. Elle était assise dans un fauteuil, couverte d'une couverture, et sourit en voyant Amélie. Son élocution était encore affectée, mais elle s'efforçait de lui demander des nouvelles de son travail, de sa vie. Amélie raconta l'essentiel. Sur le divorce, elle dit peu de choses. Ça n'a pas marché. On s'est séparés. Ses parents ne posèrent pas de questions. Ils virent que leur fille était calme et cela leur suffit. Le père prépara du café et la mère prit la main d'Amélie. « Tu es heureuse » réussit-elle à dire avec effort. Amélie réfléchit. Heureuse. Probablement oui. Elle ne sentait plus ce poids qui l'écrasait dans les derniers mois de son mariage. Elle ne sentait pas qu'elle vivait mal ou de travers, elle vivait simplement, et c'était bien. Oui, maman, je suis heureuse. Sa mère hocha la tête et serra sa main. Des larmes brillèrent dans ses yeux, mais elle les retint. Amélie la serra doucement dans ses bras et pensa qu'elle devait leur rendre visite plus souvent. Les parents ne sont pas éternels et chaque rencontre est un cadeau. Ils prirent le café dans la cuisine. Le père raconta des histoires sur les voisins, les nouvelles du quartier. Amélie écoutait et sentait de la chaleur. C'était le vrai, le simple, sans artifice. Sa famille, petite mais la sienne. Le soir, en rentrant chez elle, elle alluma la lumière, enleva son manteau et entra dans la chambre. Roussel dormait sur le canapé, en boule. En voyant sa maîtresse, il s'étira, bâilla et commença à ronronner. Amélie le caressa derrière l'oreille, s'allongea à côté de lui et regarda le plafond. Silence. Son silence, sa maison, sa vie. Elle se souvint comment, 2 ans auparavant, elle était dans cette même pièce avec les clés à la main, pensant que c'était le bonheur. Puis elle avait perdu ce sentiment, mais maintenant, elle l'avait retrouvé. Seulement, c'était différent, ce n'était pas seulement la joie d'avoir un appartement, mais la certitude d'être maîtresse de son destin, que personne n'avait le droit de lui enlever son espace, de lui imposer des règles, de la blesser. Toute cette usure en valait-elle la peine? Oui. Valait-il la peine de quitter son mari? Oui, parce qu'Olivier n'était pas celui qu'elle croyait et il valait mieux le découvrir alors que dans 10 ans, quand il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Amélie ferma les yeux. Roussel s'installa sur sa poitrine, ronronnant pendant qu'elle s'endormait. Elle pensait que demain, elle devrait passer dans un magasin pour acheter un nouveau tapis de bain. L'ancien était usé. Et regarder les annonces de voitures. Peut-être trouverait-elle quelque chose de convenable. Des projets, un avenir, tout était entre ses mains. Personne ne viendrait plus s'immiscer, imposer son opinion, dévaloriser ses désirs. Elle était libre,
et cette liberté valait plus que n'importe quelle relation basée sur les renoncements et les humiliations. Quelques mois plus tard, Amélie acheta finalement une voiture d'occasion, mais en bon état, une petite berline argentée qui lui plut dès le premier instant. Elle réapprit à conduire. Elle avait le permis, mais peu de pratique. Au début, elle conduisait avec un moniteur. Puis, avec plus de confiance, elle sortit seule. Les week-ends, elle parcourait la ville, explorant des zones qu'elle ne connaissait pas auparavant. Un jour, elle décida d'aller à la côte, sans raison particulière. Elle demanda un jour de congé, mit un sac dans le coffre et plaça Roussel dans sa caisse de transport. Maintenant, elle l'emmenait partout. Elle conduisit toute la journée, s'arrêta sur la route pour manger quelque chose, admira les paysages. Elle arriva dans l'après-midi, loua une chambre dans un petit hôtel et sortit sur la plage. L'océan était sombre, presque noir. Les vagues murmuraient avec un rythme profond et le vent agitait ses cheveux. Amélie se tint debout sur le sable, respirant l'air salin, pensant que cela faisait longtemps qu'elle ne s'était pas sentie aussi vivante. Avant, tout semblait correct, mesuré, travail, maison, mari, obligations. Mais de bonheur, il n'y en avait pas. Maintenant, elle n'avait ni mari, ni obligation envers personne. En revanche, elle avait l'océan, une voiture, un chat et le sentiment que sa vie ne faisait que commencer. Elle passa 3 jours à la côte, se promena sur la promenade, prit un café dans de petits établissements, lut un livre sur la plage. Roussel reniflait le sable avec prudence et regardait les vagues avec méfiance. Amélie riait, le prenait en photo et les envoyait à Pauline. Elle répondait avec des émoticônes et disait qu'elle l'enviait. Elle ne voulait pas rentrer, mais il le fallait. Le travail l'attendait, au final, rien ne vaut son chez-soi. Amélie fit sa valise, installa Roussel dans la voiture et entreprit le retour. Sur le chemin, elle pensa qu'elle devrait voyager plus souvent, peut-être dans les montagnes ou dans une ville voisine pour une excursion. Le monde était grand et elle avait passé tant de temps entre 4 murs qu'elle avait presque oublié ce que c'était de simplement conduire et de regarder autour d'elle. À la maison, le silence familier l'accueillit, l'appartement propre et tranquille où chaque chose était à sa place. Amélie défit sa valise, nourrit le chat et s'assit près de la fenêtre. Elle regarda la ville au crépuscule, les lumières dans les immeubles d'en face et pensa que c'était ça, le bonheur. Pas bruyant, pas brillant, tranquille, quotidien. Le bonheur d'être bien, de ne pas avoir à se justifier auprès de quiconque, de ne pas avoir à s'adapter, à endurer, à serrer les dents. Le bonheur d'être simplement. Plus d'1 an s'était écoulé depuis le divorce. Amélie ne pensait presque plus à Olivier. Parfois, elle l'apercevait de loin. La ville n'était pas si grande qu'on ne se croise jamais. Une fois, ils se rencontrèrent au supermarché. Il poussait un chariot. Il avait l'air fatigué. Il vit Amélie, hocha la tête maladroitement. Elle fit de même et continua son chemin. Rien, ni colère, ni pitié, juste un inconnu avec qui elle avait été unie un jour. D'espérance, elle entendait des nouvelles éparses. Une connaissance de Pauline raconta que l'ex-belle-mère vivait toujours en colocation et qu'elle se plaignait constamment de la vie. Elle avait tenté de retourner vivre avec Olivier, mais il avait refusé. Il avait dit que c'en était assez, qu'il était fatigué d'être sa nounou. Espérance s'était fâchée. Ils avaient cessé de se parler pendant un temps, puis avaient fait la paix, mais à distance. Elle était restée là, dans sa chambre, entre des voisins conflictuels et des espoirs brisés. Amélie ne ressentit aucun triomphe en l'apprenant, plutôt de la tristesse, parce que les choses auraient pu être différentes. Si Espérance s'était comportée comme une personne normale dès le début, si Olivier n'avait pas été si faible, tout aurait pu se passer autrement. Mais ils avaient choisi leur chemin, et Amélie avait choisi le sien. Et maintenant, chacun récoltait ce qu'il avait semé. Elle se servit un café, prit la tasse au chat orange et sortit sur le balcon. C'était le printemps, l'air était tiède et sentait les fleurs. En bas, des enfants jouaient, riaient, couraient derrière un ballon. Amélie les observa et sourit. La vie continuait, et elle était enfin exactement comme elle voulait qu'elle soit. Sans personne en trop, sans relation toxique, sans avoir à prouver son droit à son propre espace. Juste sa vie,
dans son appartement, avec ses règles. Le silence de sa propre maison valait vraiment tous les nerfs qu'elle avait dépensés.